Bonjour à tous, on démarre tout de suite puisque c'est des rencontres chronométrées à Atlantide. On est très content de vous accueillir, assez nombreux, dès 11 h le matin, avec Tanguy, pour interroger notre invité du jour, Léa Muraviec, pour un antipasti de Maison Fumetti. Le 33e du nom. Le 33e, tout à fait, si on ne compte pas le 100e. Les antipastis, c'est des rencontres, vous allez voir, chronologiques. L'idée, c'est de travailler, d'interroger, de cuisiner nos invités sur comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, Léa Muraviec, qui a publié ce livre, Le Grand Vide, dont vous avez forcément un peu entendu parler, qui est sorti récemment. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout ce qui s'est passé avant Le Grand Vide, comment tu travailles sur Le Grand Vide, ce qui va peut-être se passer après aussi. Voilà, à travers plusieurs parties chronologiques. Et donc, peut-être tu prends la parole sur... on va commencer par la mise en bouche. Voilà, la mise en bouche des antipastis à Maison Fumetti concerne l'enfance, le contexte familial dans lequel tu as évolué, Léa. Et puis les premiers dessins, on les voit peu finalement, les premiers dessins des auteurs, des autrices. Et tu as été très généreuse, toi, dans le dossier que tu nous as envoyé, de reprise de Lucky Luke en passant par les Schtroumpfs. Raconte-nous un petit peu dans quel contexte tu évolues et quels sont tes premiers dessins. Alors, pour préparer l'antipasti, je me suis replongée un peu dans mes dessins d'enfance et mes bandes dessinées quand j'étais enfant. Et j'en ai fait une quantité hallucinante. Je ne me souvenais pas de tout ça. Donc, au tout début, donc ça, c'est des bandes dessinées que j'ai faites quand j'avais 7 ou 8 ans, plutôt 7 ans, je pense. Et du coup, je copiais mes lectures, comme les enfants, mais je faisais directement de la bande dessinée et je faisais tout sous forme de livre directement, en fait. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de BD. Donc là, c'était des copies de Witch Mag que je lisais. Et j'en faisais mes propres histoires déjà à ce moment-là. Donc moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes. Mes parents font plutôt de l'art appliqué. Ils sont architectes et designers. Et j'ai toujours été encouragée à dessiner. Mais je ne sais pas pourquoi la BD à ce point-là, mais c'est venu comme ça. Tu as des sœurs, des frères ? J'ai un petit frère et on dessinait ensemble. On faisait de la bande dessinée tous les deux ensemble. Mais lui, il a plutôt lâché au collège pour la musique et il en a fait son métier. Mais c'est aussi, je pense, parce que j'étais la grande sœur qui dessinait bien et du coup, c'était un peu mon truc à moi. Enfin, je l'explique comme ça. Mais est-ce que tu avais aussi la pratique du dessin un peu libre parce que souvent, en fait, c'est assez rare chez les enfants de faire justement des bandes dessinées un peu structurées. C'est plutôt souvent du dessin un peu gratuit. On en fait un et puis un autre et puis un autre. Et toi, on a l'impression qu'il n'y a que des choses très structurées. Est-ce qu'il y avait aussi des dessins juste pour le plaisir Non. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de plaisir dans la bande dessinée. Mais... je pense que si je faisais aussi... là, j'ai vraiment centré ça que sur la BD, ce qui représente quand même environ, 700 ou 800 pages de BD faites entre mes 7 et mes 14 ans. Mais j'ai aussi fait des livres illustrés. Donc ça, c'était, on peut en parler un peu. Ça, c'était une copie de Witch Mag que je faisais avec mes copines, avec une copine à moi. Donc on faisait des quiz, des interviews, des récits. Et moi, je faisais une BD de 20 pages par mois quand j'avais 11 ans ou 10 ans. Et donc ça, c'est le résumé. Donc c'est vraiment un truc d'enfant, quoi. En fait, Witch Mag, c'était un magazine qui paraissait c'est une sorte de reboot de Minimag, qui était un journal du coup plutôt destiné aux jeunes filles, aux petites filles. Et c'était un peu une sorte de je pense, de versions pour enfants des magazines féminins ou quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de conseils beauté aussi. L'amitié était très mise en avant, mais surtout il y avait, une trentaine de pages de BD avec des héroïnes qui s'appelaient les Witch. Et c'est quelque chose qu'on lisait avec mes amis et on était tous accros de ce magazine. Et donc on a fait 2 numéros, je crois, ou 3 de ce magazine là, et on le prêtait aux copines. Et du coup, il y avait la grande bande dessinée. Et c'est ça, vous le prêtiez, il y avait des lecteurs et des lectrices aussi déjà. Oui, quoi. Alors ça, c'était vraiment destiné à mes copines. Là, le journal est interdit aux garçons et aux plus de 18 ans. Oui, c'est écrit.
Et bon, mon frère avait le droit de le lire, mais c'est tout. Voilà. Et donc je faisais beaucoup de romances. J'ai un peu redécouvert ça. Et là j'ai mis Elle et lui, mais je lisais pas. Je lisais ça quand j'étais en 6e. Mais en fait, Witch, c'était aussi beaucoup d'histoires d'amitié entre filles. Il y avait des histoires d'amour, des intrigues, mais aussi des grandes responsabilités, de sauver le monde, des pouvoirs magiques. Ah, tu grilles tout. Mais en fait, du coup, il y avait aussi cette dimension-là, que c'était beaucoup d'histoires d'amour. Bon, on est passé assez vite sur les 2 premières images, là, mais tu parles souvent, quand tu es interrogé, de ton amour immodéré pour Jolly Jumper. Oui. Lucky Luke, mais surtout Jolly Jumper. Jolly Jumper. Moi, j'ai besoin de quelques explications, là. Mais c'est un cheval. D'accord, bon. Bah oui. Ok. Non, enfin, moi, j'adorais les chevaux quand j'étais enfant, et les dauphins. Et j'avais des posters de chevaux dans ma chambre, et du coup, Jolly Jumper, c'était un cheval, et j'étais fan, voilà. Ton travail s'est construit comme un mélange entre Lucky Luke et du manga. On peut. C'est un bon résumé. Parce qu'il y a beaucoup de mangas dans tes références que tu nous envoies. Oui, alors le manga, du coup, ça vient assez tôt quand même. J'ai découvert le manga. Je pense qu'il y avait quand même un peu, malgré tout, un peu d'influence manga, peut-être dans Witch, mais très peu, mais quand même un peu. Et après, j'ai découvert le manga par Lovina, que j'ai eu dans les mains quand je devais avoir 10 ans. Et je suis tombée accro tout de suite. Et du coup, là, après, je me suis mis à lire beaucoup de mangas. D'abord du shoujo, donc Elle et lui, comme on a vu. Yu-Gi-Oh! Aussi, qui passait à la télé et que je lisais aussi en version manga. Et puis après, Gon, enfin, un peu de tous les registres, mais beaucoup de shoujo et du shonen aussi, parce que j'en lisais avec mon frère. Voilà. Et ça, c'était plutôt au début du collège. Et je me suis mis, du coup, à faire du manga. Et Angelique Layer aussi, beaucoup de BD des Clamps que j'aimais beaucoup. Et ça, du coup, c'est une BD que j'ai fait quand j'étais en CM2. Donc c'est que je considère comme mon chef-d'œuvre. En fait, c'est une BD qui a beaucoup compté pour moi. Alors là, on voit pas très bien à l'écran, Thomas, mais peut-être que tu peux nous lire les titres des histoires, là. Alors, oui. Quelques-uns qui étaient intéressants. Et le premier, entre autres, qui commence Alors, on a un sommaire, d'abord, très précis. Voilà. Avec un inventaire, il y a quand même 240 pages. Ouais, je l'écris. Donc, en fait, c'était un livre de pages blanches qu'on m'avait offert. Et moi, un anniversaire... je m'étais donné l'objectif de le remplir en entier. Donc, il y avait 240 pages. Et je l'ai fait en 5 mois. Enfin, c'est un peu flippant. Il y a un truc très statistique quand même. Parce que c'est 240 pages, 190 pages de BD, 51 pages de présentation, 1044 carreaux et 20 histoires. Voilà. Il y a un peu la recherche d'une certaine, je sais pas, il y a presque une performance en fait. En fait, je pense que je voulais m'auto-féliciter. Mais je pense que ça a été peut-être copié de Astérix et Cléopâtre, je crois. Je crois qu'à la fin de l'album, il y a aussi une sorte de statistique des litres d'encre qui ont été... D'inventaire, oui, voilà. Tout à fait. Mais je pense que ça se voit que... Enfin, je suis un peu obsédée par les statistiques et par la quantité, mais en même temps, j'ai produit une quantité dingue de BD et c'était un peu ce que j'adorais faire, donc je faisais tous les cahiers de toute la collection que je prévoyais de faire. Là, tout à l'heure, on a vu une photo de Witch Mag, des BD de Witch que moi j'ai faites. Donc il y a 7 livres, et donc au dos des livres, il y a écrit dans la même collection, apparaître. Et voilà, c'est quelque chose qui se retrouvait dans tous mes livres. Est-ce que la BD, c'était une pure passion comme le cheval ou les dauphins, ou tu te disais, ce sera mon métier, ou peut-être tu disais, je veux plus tard travailler avec des chevaux, je sais pas. En fait, c'est un peu mystérieux parce que je me suis jamais vraiment projetée. Et je pense que c'est aussi parce que je faisais ces BD pour moi. Enfin, donc là, on voit que c'est pour mes copines. Là, l'héroïne de cette histoire, c'était... Lola, c'est une amie. Ouais, ma meilleure amie, Lola, qui est devenue danseuse d'ailleurs, mais qui était déjà à fond dans la danse. Et là, c'est marrant. Donc, c'est une page où il y a écrit... en gros, est-ce que vous avez lu l'épisode précédent, ça boum, ça casse, ça colle. Enfin bon, voilà, c'était des histoires d'amour que je faisais, et que je mettais en scène avec mes copines. Mais c'était avant tout pour moi aussi que je le faisais. Je les faisais lire à mes copines pour le partager, mais je pense que c'était surtout pour moi faire concrétiser des choses que j'avais dans la tête et que j'avais envie de lire, en plus de tout ce que je pouvais lire en bande dessinée. Mais je me suis jamais... Enfin,
tout avait une forme de livre aussi, donc je pense que j'avais envie d'éditer un livre. Moi, j'étais convaincue que ça allait être publié, ce truc, quand je l'ai fait, mais je me suis pas non plus censurée ou dit que j'allais faire ça d'une certaine façon pour un public, donc je pense pas que j'avais en tête que je voulais en faire mon métier. Qu'est-ce que ça t'a fait de revenir sur cette période-là de ta pratique du dessin? Là, pour l'occasion. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'on y reviendra peut-être, mais du coup, j'ai sorti Le Grand Vide il y a 6 mois, et ça a plutôt eu un bon... Enfin, ça a été plutôt un succès, et donc je me suis un peu retrouvée un peu écrasée aussi par ce succès, et à tout d'un coup découvrir qu'il y avait des gens qui lisaient mes livres. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, dans toute mon enfance, j'ai fait des kilomètres de BD, mais pour moi. Et au collège, après, plus personne lisait mes BD. Je les gardais vraiment pour moi. Je sais pas si c'était parce que j'assumais pas ou que ça avait un autre statut, mais en fait, ça m'a fait du bien de voir que c'était d'abord quelque chose de très personnel, et que je faisais ça parce que ça avait aussi un pouvoir d'imagination. En fait, par exemple, cette histoire, typiquement, c'était une histoire avec mon amie Lola et mon crush du moment, Lilian. Et lui m'avait foutu un énorme râteau, mais par contre dans mes histoires il m'aimait, voilà. Et donc c'était une façon aussi de concrétiser un peu ça. Il m'aimait, mais il avait des pouvoirs magiques, moi aussi, et on sauvait le monde. Du coup, il y a une grosse part d'autobiographie dans ton travail depuis ce moment-là En fait, je pense, mais mes personnages s'appellent jamais Léa, à part dans cette histoire où je mets en scène... Ah si, là, oui. Là, c'est un garçon qui a des pouvoirs et il est obligé de les partager avec 2 filles de son choix. Voilà. Et dans ce cas, je vais déjà prendre Léa, 3e case, et Lola. Voilà. Donc, en fait, après, il y avait aussi beaucoup de BD Witch ou Magic, mais c'était des personnages qui ressemblaient à mes amis et moi, mais qui n'avaient pas forcément nos noms, à part dans certaines. Mais je pense que c'était pour vivre en fait tout ça. Moi, je rêvais comme des enfants. Enfin, déjà, je rêvais d'aller à Poudlard, mais surtout, je rêvais d'avoir des pouvoirs magiques. C'était un peu. Poudlard, tout le monde situe à peu près. Tout le monde a rêvé d'aller à Poudlard, c'est ça. Ouais. Bah voilà, mais je rêvais surtout d'avoir des pouvoirs magiques, mais je savais qu'il fallait sauver le monde derrière. Du coup, je préférais contrôler ça dans des BD. Quelques influences, du coup, là. Alors là, je montre des choses que je lisais quand j'étais au collège. Donc, j'ai lu énormément de Tezuka qu'il y avait à la bibliothèque. Donc, moi, mon préféré, c'était Unico, parce que c'était une licorne. Et voilà, mais c'était toujours dans des univers post-apocalyptiques. Et Dororo, ça m'a énormément marqué. C'est, je crois, le dernier manga de Tezuka que j'ai lu au collège, et c'est l'histoire de quelqu'un qui est plus ou moins immortel, ou alors qui a perdu ses membres parce que c'est un démon et qui cherche à les retrouver. Et je trouvais que c'était vraiment deep, enfin très profond. Enfin, ça l'est, mais ça m'a vraiment marqué. Et après ça, j'ai écrit une histoire. Je pense que j'étais en 5e. Et sur aussi des personnages qui sont immortels et qui cherchent à se débarrasser de cette immortalité. Et c'est un duo de personnages qui ressemblent à ceux du Grand Vide. C'est étonnant. Tu dis que les histoires t'inspirent beaucoup dans le domaine du manga et que le dessin, pour le coup, est davantage emprunté à la sphère de la bande dessinée indépendante européenne. En quoi est-ce que les histoires des mangas t'inspirent davantage ? Alors, je pense que c'est beaucoup lié au fait que c'est des séries, du coup qu'on a vraiment le temps de bien développer les personnages, développer l'univers, les personnages, et donc on s'attache beaucoup aux personnages. Et je pense que c'est ça aussi qui me plaisait dans Witch, c'est qu'on les voyait évoluer, on voyait beaucoup d'histoires, on voyait beaucoup de choses qui nous ressemblaient, et on avait beaucoup plus de facilité à s'identifier, et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le manga, et aussi une forme de type d'histoire qui, j'avais l'impression, me parlait vachement plus que la BD franco-belge que je lisais encore à ce moment-là. Enfin, entre Dororo et Natacha, que je lisais aussi, moi, j'arrivais plus à m'identifier à ces personnages-là. Voilà. Et Elfen Lied aussi, qui m'a traumatisée, et Full Metal Alchemist, que je regardais à la télé et que je lisais au même moment. Et dont tu parles très souvent, du coup. Oui, Full Metal Alchemist. Donc j'ai commencé à le lire quand j'étais ado, vers 12 ans.
Mais c'était un peu violent à ce moment-là pour moi. Je pense que j'ai arrêté de le regarder. Et je l'ai repris et j'ai fini de le lire quand j'ai commencé à écrire Le Grand Vide. Et j'étais très contente à la fois de retrouver une lecture de l'époque, de retrouver ce que j'avais lu à l'époque et qui m'avait marqué, et de continuer jusqu'à finir l'histoire. Et c'était une bonne redécouverte. Et je pense que du coup, ce manga qui a aussi beaucoup compté pour moi, que j'ai écrit quand j'avais 12 ans, ou 13. Ouais, 13 ans. Et ben, j'avais fait des storyboards. Et j'avais vraiment construit le récit parce que je voulais faire exactement un manga, mais le mien, avec mes personnages. Et là, il n'était plus question de copier, de reprendre les personnages que j'aimais dans les lectures et de les transférer, de les faire jouer dans mes histoires, mais plutôt de faire complètement quelque chose qui m'est propre. Voilà, donc ça, c'était des pages finies. Et donc, c'était déjà très méthodique, hein. Tu travaillais par étapes, quoi. Voilà, il y avait des gens qui s'étaient décapités. Et j'ai relu l'histoire, du coup, et c'est étonnant. Enfin, en fait, c'est quand même une histoire d'amour. Enfin, c'est vraiment le but de l'histoire. Mais par contre, je voulais quand même cacher un peu ça derrière quelque chose de plus dark, enfin, plus tragique. Donc, ils disent tout le temps qu'il faut rétablir les droits de l'homme. Et voilà. Et donc, c'est des rebelles qui s'affichent comme des rebelles dans la rue, mais qui sont quand même là à se tourner autour, parce qu'ils sont amoureux au fond, mais ils le voient pas. Enfin bon, voilà. C'est quand même une transition aussi entre mes histoires de quand j'étais enfant et ado, où là, je lisais des trucs plus peut-être un peu de seinen parfois. Enfin, du coup, de manga pour adultes. Mais voilà, je cachais un peu ces romances peut-être dont j'avais un peu honte à l'époque. Combien de pages fait ce chef-d'œuvre, du coup ? Lui, il en fait 70. Je me suis arrêtée, mais je pense que j'avais de quoi continuer encore. Et il n'y a pas eu d'âge auquel c'était plus intéressant de faire de la bande dessinée, il y avait d'autres centres d'intérêt, d'autres... T'as jamais arrêté, en fait ? En fait, j'ai arrêté au lycée. Parce que là, on demandait beaucoup plus de travail à l'école et donc j'avais moins le temps pour faire de la BD. Mais je pense que je me suis dit, je pense vraiment en troisième, je me suis dit, ok, le manga, c'est pour les bébés. Et du coup, maintenant, moi, je dessine réaliste et je vais faire plus que ça. Donc, et là, je me suis mis à faire plus du dessin de presse et à m'intéresser au journalisme. Donc ça, c'est mon Ton blog ? Ouais. Donc c'est une BD de 140 pages que j'avais fait en 4e et que j'avais ancré les premières pages en me disant bon voilà, je vais les mettre sur mon Skyblog et j'ai pas réussi à aller au-delà de 3 à 4 pages ancrées, mais il y en avait en crayonné, il y en avait 150. C'est quoi, c'est la une du journal du lycée ? Voilà, c'est ça. Ça, c'était le journal du lycée où moi, je faisais du coup plutôt du dessin un peu plus réaliste, mais on sent quand même qu'il y a eu je suis passée par le manga. Et voilà, je faisais encore un peu de BD, mais vraiment, je crois que c'est la seule BD que j'ai faite pendant mon lycée. Donc c'est toujours de la feel-good BD, quoi, qui va sauver le monde, qui va sauver l'environnement, qui va rétablir les droits de l'homme. Mais un peu dark quand même. C'est les mots-clés. Mais alors, il y a une question évidente, c'est que là, tu arrives au lycée où on embête tous les lycéens avec ce qu'ils veulent faire après le lycée. Ouais, je pense que c'était là, tu as commencé à te poser la question sérieusement quand même. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que j'ai arrêté de faire de la BD à partir de la 3e où on était obligé d'aller voir la conseillère d'orientation qui m'avait fait tout un profil en me disant vous serez journaliste, voilà, ou je sais pas, prof de français. Mais vraiment, la BD ou le graphisme, ça pouvait pas rentrer dedans, en fait. C'était pas un métier. Et à partir de là, je pense que je me suis rendu compte que c'était pas un métier et j'ai arrêté d'en faire. Mais par contre, j'ai quand même, je dessinais toujours beaucoup. Je faisais des affiches, du dessin de presse. Et après, j'ai tenté quand même l'école Estienne, mais j'étais encouragée par mes parents qui étaient déjà dans le milieu et j'ai eu cette chance-là, qui m'ont montré un peu où aller après et comment se débrouiller. Tu en sors diplômée en 2015 ouais. d'Estienne. De graphisme. Donc ce sont des études de graphisme là, ouais. Qu'on retrouvera par la suite évidemment dans Le Grand Vide, mais aussi dans d'autres problématiques. Qu'est-ce que tu retiens de ces années d'études de graphisme ? Alors, donc moi, je m'intéressais beaucoup à la typographie. J'ai pas montré dans toutes les images, mais je faisais de la calligraphie, des lettres gothiques quand j'étais à l'école primaire. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, mais je pense que c'est lié aussi à la BD. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu du texte avec mes dessins, et toujours eu des dessins avec mon texte.
Et donc là, en Mana, une fois que je suis arrivée à l'école Estienne, j'ai redécouvert que j'adorais faire de la BD et tout le monde m'encourageait et me lisait. Et là, je me suis dit, ok, j'en ferai mon métier, mais je vais faire des vraies études avant. Donc j'ai fait des études je me suis dirigée vers le graphisme. Et ça m'a apporté le fait que... en graphisme, je trouve qu'on nous apprend vraiment à composer une image de façon plus abstraite et à utiliser le texte comme quelque chose au même titre que l'image. Et ça, je pense, ça m'a beaucoup servi. Et on a aussi pas mal étudié la lettre et dessiné les lettres. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment passionnant. Oui, Après, et puis tu as vraiment exploité, pour le coup, dans tes travaux, oui. jusqu'au grand vide, ta manière de composer les images à la manière d'une affichiste, et puis de travailler aussi la forme de la lettre. On aura l'occasion de le voir. Et ouais, du Après coup, ces études, ouais. tu fais 3 ans à l'ESS, l'ESI, oui, à Angoulême, ouais. l'ESI, pour le coup avec un cursus vraiment tourné autour de la bande dessinée. Qu'est-ce que ça t'apprend? Qui sont les profs intéressants? Qu'est-ce que tu développes comme travail à ce moment-là? Alors, en fait, j'arrive à Alési à un moment où j'avais vraiment besoin de faire plus que de la bande dessinée parce que je me suis quand même beaucoup ennuyée en graphisme. Et arrivée à Alési, j'étais vraiment heureuse de pouvoir en faire tout le temps. Donc là, j'ai plus fait que ça. Et ça, du coup, c'est pas des travaux de Alési. Mais et là, en fait, non, ça c'était encore en BTS. Et donc à l'ESI, voilà, ça c'était encore avant l'ESI, mais c'est du travail plus. C'est un travail que j'ai continué à l'ESI de faire de la bande dessinée, du coup, qui relève de Lou Bapo, ou plus expérimentale. Et c'est quelque chose qui me permettait aussi de travailler en faisant de la bande dessinée, mais toujours, je pense, tourner autour du fait d'avoir quand même envie de raconter des histoires, et je le cachais peut-être un peu derrière des expérimentations formelles qui me donnaient un air un peu intéressant. Lou Bapo, pour situer, c'est l'équivalent de l'ouvroir de littérature potentielle, mais en bande dessinée, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on interroge le métier ici de la bande dessinée, comment est-ce qu'on le pousse dans ses limites, dans ses retranchements. Donc c'est vraiment de la bande dessinée d'expérimentation, comme on en a un exemple ici. Et ça, c'était mes planches qui ont été sélectionnées au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, au concours Jeunes Talents en 2015. Et ça, c'était juste avant que je rentre à l'ESI, à Angoulême. Et là, je me suis dit, en étant invitée au Festival de la bande dessinée et en découvrant un peu tout ce monde-là pour la première fois, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et là, je me suis dit que j'allais être autrice de BD. Mais pas spécialement avant, en fait. Mais pour toi, alors, c'était parce que tu nous as listé beaucoup de références qui restent marquantes dans ton travail, assez entre guillemets populaires, de Poudlard au manga. Et là, tout d'un coup, est-ce que c'était nouveau pour toi, toute cette bande dessinée plus expérimentale, plus indépendante Oui, c'est quelque chose que je découvrais. Mais moi, je lisais un peu de Oulipo aussi quand j'étais plus jeune. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé retrouver dans la bande dessinée. Je trouvais ça intéressant de jouer, en fait, de s'amuser avec la bande dessinée. Et je pense que la contrainte, c'est quelque chose qui me parlait déjà et que j'ai bien aimé expérimenter dans la bande dessinée. Mais aussi, oui. C'était bien Angoulême ou... Voilà, j'ai fait cette BD en rentrant d'Angoulême parce que j'étais super heureuse c'était vraiment magique. En fait, je retrouvais un peu de magie d'enfance, je pense, sur place. Et en fait, je pense que pendant mes études, ou au début de mes études, j'ai découvert plus la bande dessinée alternative ou indé. Et surtout à l'ESI, je pense, j'ai découvert des choses que j'avais jamais lues en bande dessinée et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée, stimulée aussi. Quels sont les auteurs, du coup, les livres qui t'ont marqué au point d'avoir vraiment envie d'expérimenter? Je pense que je lisais des BD de Étienne Lécroard, qui est un des chefs de file de Lou Bapo. Voilà, c'est ça. Et qui était vraiment très, très poussé dans le concept et la contrainte. Et je crois que j'étais assez admirative de voir quelqu'un qui fait des contraintes aussi puissantes. Et après, je suis tombée aussi sur le travail de Jochen Garner, mais plutôt sur l'ouvrage Contre la bande dessinée. Et un ouvrage théorique, du coup. Voilà. Mais de la théorie en images. Et j'ai jamais réussi à accrocher à la théorie juste écrite, en fait, sur la bande dessinée, parce que je crois que ça m'intéressait plus de voir
comment est-ce qu'on crée de la BD, quels sont les codes et comment on peut jouer avec. On retrouve là ton goût pour l'écriture manuscrite, la calligraphie. Ça, c'est un travail que j'avais fait en graphisme. Ça, c'est une page ça, de Johan Garner. Et donc, après avoir découvert Johan Garner, je me suis mis à faire des trucs un peu pareils. Et là, j'avais découvert Tom Gold aussi. Donc là, je faisais plus des strips. Et voilà. Ça, c'était quand je suis arrivée à Lézy, à Angoulême. Là, je me suis dit, OK, je vais plus... en fait, j'avais fait beaucoup aussi de dessins de nus où je déformais les codes, où je déformais les corps. Et je me suis mis à développer un style où mes personnages avaient des mains énormes et des pieds énormes. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de garder dans mes BD et dans mon style, du coup. Et tu as quel regard sur ton dessin? Est-ce que tu as l'impression, c'est toujours le jeu quand on parle d'autant de références, est-ce que tu as l'impression d'être très influençable et d'assimiler ça progressivement, ou est-ce que tu as l'impression de garder facilement un rapport personnel au dessin? En fait, je pense que j'ai été aussi dans une logique où je me disais, OK, là, je sens que j'ai envie d'essayer d'en faire mon métier, donc j'essaie de développer mon dessin pour pouvoir raconter des histoires. Par exemple, ces personnages complètement disproportionnés, en fait, j'avais du mal à les utiliser dans des histoires parce que soit il fallait faire un énorme zoom sur la tête pour montrer une expression, soit il fallait dézoomer pour montrer ce qu'il faisait avec son corps. Donc là, j'ai commencé à adapter mon style pour me remettre à vraiment faire de la bande dessinée et à le mettre en scène. C'est quelque chose qu'on va revenir sur le grand vide juste après, mais que j'ai l'impression de sentir un petit peu. Moi, c'est un mélange entre quelque chose de très personnel avec des visions qui sont vraiment propres de l'action, des personnages, de tout ça. Et des choses aussi beaucoup plus calculées, où on sent une recherche de à quoi ça doit ou ça peut ressembler, des choses beaucoup plus construites, quoi. Et tu arrives à avoir ce mélange qui est pas évident, je trouve. C'est vrai que souvent en bande dessinée, il faut pas les opposer, mais on va avoir des approches parfois très lâchées, des dessins beaucoup très expressionnistes. Très expressionnistes. Et puis des choses qui s'apparentent des fois plus à des schémas graphiques où on est vraiment dans des systèmes beaucoup plus pensés. Et toi, il y a une espèce de mélange, et c'est pour ça que ça intrigue un peu. On se dit, à partir de quand tu as eu conscience un peu de ce truc-là, de dire, je peux faire du Johan Garner, mais moi j'ai aussi envie de faire des trucs des personnages comme ça, et comment est-ce qu'on mélange les deux Est-ce que c'est conscientisé, ou est-ce que ça s'est fait tranquillement comme ça, quoi? En fait, moi j'avais un peu peut-être le complexe de... Par exemple, à Lézy, il y avait pas mal de personnes qui faisaient aussi de la bande dessinée, mais il y avait beaucoup de gens aussi qui dessinaient, mais on n'était pas non plus si nombreux que ça à raconter des histoires et à vouloir les construire. En tout cas, moi, j'étais pas en master BD, j'étais dans la partie des beaux-arts, en DNSEP. Et du coup, j'avais un peu ce complexe où je me disais, mon dessin, il est là que pour raconter des histoires. Et du coup, j'ai pas un style. Je me disais, j'ai pas un style très original. Et en fait, je voyais plus du tout ces influences, ces sortes de mélanges, parce que aussi, moi, j'ai grandi dans une génération qui a lu beaucoup de mangas, par exemple, mais aussi Lucky Luke et Tintin et Astérix. Et donc, on fait un peu ce mélange-là inconsciemment. Et à aucun moment, je me suis dit, là, c'est du manga, là, ça en est plus, là, c'est quelque chose de schématique. Et voilà, en fait, je pense que je m'en suis jamais rendu compte. Donc là, dans ce petit dossier de dessin d'études, tu as aussi glissé quelques références, influences peut-être. Ici, c'est quelqu'un qu'on connaît bien à Nantes, c'est Benjamin Adam, qui a fait un cursus à Strasbourg. Comment vient-il là dans ce diaporama, du coup? Pourquoi est-ce que tu nous as envoyé cette image tirée de Joker? Ouais, en fait, j'ai découvert Joker à peu près quand je suis rentrée à Lézy, et ça m'a vraiment beaucoup marqué. En fait, c'est une sorte d'écriture assez spécifique, Joker, que j'avais encore jamais lu. Juste pour le situer, au départ, c'est prépublié dans Lapin, et ça va être ensuite compilé au cœur d'un seul et même livre. Toi, tu l'as lu? Je ne savais pas. Moi, je l'ai lu relié une fois que c'est sorti. Okay. C'était vraiment des épisodes qui sortaient comme ça au fil des numéros. En fait, j'étais
hyper marquée par le fait que l'histoire avançait par fiche de personnages et qu'on arrivait à raconter une histoire et avoir un même rythme d'une page à une autre, avoir une même façon de présenter des personnages tout en faisant avancer l'histoire. Et j'ai aussi beaucoup aimé le dessin. Et là, je me suis dit, quand on tombe sur une BD où on est à la fois hyper impressionné par les dessins et par le contenu et la façon de le raconter. Là, pour moi, ça a été un peu une révélation de me dire, mais en fait, on peut aussi avoir des formes assez libres, assez différentes pour raconter une BD. En fait, on est assez libre. Et puis, c'était du noir et blanc, ce que j'ai toujours aimé lire, ce que j'aimais lire dans le manga aussi. Et donc, j'étais contente de tomber là-dessus. Je pense que ça se ressent un peu dans les BD que j'ai faites après. Ça, c'était une BD qu'on a faite à Lézy. C'était un travail scolaire. Où j'ai rencontré avec d'autres camarades un des fondateurs du Festival de la BD d'Angoulême, Francis Groux, et il nous parlait des auteurs invités qui sont morts pendant le festival, et du coup je l'ai mis en image. Et là, je trouve qu'on commence à retrouver un style qui s'approche plus de ma BD. Voilà, et Clément Vullier, qui m'a aussi beaucoup marqué. Et surtout Antoine Marchalo. Ouais. Alors dis-nous en quoi est-ce que... Alors ça c'est une image tirée de sa toute première bande dessinée publiée par Professeur Cyclope. Alors en fait, je voulais plutôt montrer des planches de Une vie de famille agréable. C'est comme ça que je l'ai connu. C'est sorti à peu près quand j'étais aussi à ce moment-là en études. C'était des planches tirées de la revue Arbitraire. Et j'avais jamais lu un humour comme ça et j'ai vraiment accroché tout de suite. Et surtout, là aussi, c'était à la fois très drôle et très intéressant dans l'histoire et les dialogues. Et le dessin est juste génial. Et là, je me suis dit, mais en fait, on peut faire aussi des blagues par le dessin, par les têtes des personnages et des situations. Et là, je me suis dit, OK, il y a quand même un langage dans le dessin qu'on ne peut pas forcément exprimer dans le texte. Et tout est narratif, en fait, dans la BD. Voilà, et ça, c'est un fan art de Last Man que je lisais à l'époque. Bon, je suis pas fan de ce que font les trois, mais voilà. Bon, il y a ce côté cartoon là qui revient très souvent dans ton travail. On sent bien que tu t'éloignes d'un réalisme pour justement tirer un peu d'expression des personnages, des décors. On le voit en particulier dans cette série de pages là. Ça, c'était les 24 heures de la BD en 2016. Je crois qu'il fallait... c'était Étienne Lécroix qui faisait les contraintes et il fallait changer, je crois, il fallait qu'un personnage raconte, puis après, c'était un deuxième personnage qui racontait une autre histoire. Enfin, c'était pas des contraintes... j'ai pas adoré les contraintes, mais par contre, vraiment, je me suis éclatée à faire une BD à la peinture en 24 heures. Mais je passais vraiment toute la nuit sous le séchoir à main de l'école, parce qu'on l'avait fait à l'école. Et c'était une des premières fois que je me remettais à faire un récit long. Et c'était super. Donc d'autres recherches... Des pages de recherche de carnet de croquis, peut-être, ça ? À l'époque, ouais. Et ça, c'est une BD numérique que j'ai faite pour un devoir d'école aussi à Lézy. J'ai un peu continué mon travail d'Oubapo ou de recherche oubapienne dans la BD numérique en essayant vraiment de trouver une sorte de compromis entre l'interactivité et la bande dessinée qui est pas forcément très interactif sur un écran. Et voilà, en fait, c'est un peu une sorte de jeu sur le fait que mon personnage va disparaître une fois qu'il arrivera à la fin. Et en fait, on ne peut pas effacer ce qu'il y a sur l'image alors que c'est numérique. Donc voilà, c'était une façon de raconter ça. Et ça, c'est une page de BD que j'ai faite au début de mon Erasmus en Chine, à Shanghai, où je suis revenue un peu à la BD plus autobio. Mais c'est aussi parce que c'était encore l'époque des blogs BD. Donc moi, j'avais un blog à l'époque où je racontais beaucoup de choses, un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est pas quelque chose que j'aime faire particulièrement, mais c'est juste histoire de raconter quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Donc là, tu disais, tu as été faire un bout de ton cursus à Shanghai, c'est ça ? 4 mois. Ça a été quelque chose d'assez marquant après dans ce que tu as commencé à raconter par la suite aussi. Ouais, en fait, je suis allée à Shanghai, mais dans un cursus plutôt d'art contemporain. Mais j'ai quand même fait des rencontres. J'ai rencontré un grand illustrateur
shanghaïen qui s'appelle Dai Dunbang, qui a 80 ans, qui dessine toujours. Et c'était hyper important aussi de rencontrer d'autres façons aussi de dessiner, mais j'ai pas réussi à avoir accès tant que ça à cette haute culture du dessin. Mais par contre, ouais, j'étais assez bloquée, j'arrivais pas trop à faire de la BD à Shanghai, mais c'est plus en revenant en fait que je me suis rendu compte que j'ai été marquée plus par mon vécu et mon expérience là-bas. Donc ça, c'est une BD que j'ai fait pour un collectif de copains de l'Asie qui s'appelle Laser Chaos. Et c'est une BD que j'ai fait quand j'étais à Shanghai. Donc j'essayais d'y mettre un peu de mon vécu sur place. Ça aussi, c'est une BD autobio que j'ai fait à Shanghai. Mais surtout, voilà, là, j'ai décidé de l'insuffler dans mes bandes dessinées. Donc ça, c'est la deuxième bande dessinée de récit complet qui a été publiée dans le fanzina, c'est Main Gauche. Et, par Radio As Paper. Voilà. Main Gauche qui ressemble à ce petit ouvrage, mais ça fait partie des fanzines quand même très soignées, avec un beau façonnage, une couverture en réseau et tout, donc il y a quand même un soin qui est apporté à l'objet. Et moi quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression, je te l'ai déjà dit, que ça avait un côté le petit grand vide. J'ai l'impression de voir un petit peu les prémices de ce que tu racontes dans le grand vide. On trouve ce personnage qui, je sais pas jusqu'où il te ressemble, mais bon, c'est une jeune femme qui est dans une ville qui a l'air de la dépasser complètement, qui a un rapport aussi... alors il y a une histoire a priori absurde d'un personnage qui se lève, qui n'a plus de main droite le matin, et qui se rend compte que ça est utile pour beaucoup de choses. Et en fait, on sent tout de suite la métaphore sur un monde très compliqué à gérer dès qu'il nous manque un petit code, un petit truc. Alors évidemment, graphiquement, on est sur quelque chose de plus lâché que ce que l'on trouve après dans le grand vide, mais il y a déjà un peu tous ces signes, je trouve, sur l'anonymat, sur la personne qui est un peu larguée dans une ville immense et très codifiée. Ça, le personnage unique qu'on suit et qui est en proie au doute, il est présent dans tout ton parcours. Oui, je pense. Et en fait, ce livre, c'est Radio As Paper qui m'avait contacté pour méditer un fanzine. Donc une histoire complète dès que je suis rentrée de Chine. Et là, je me suis dit que j'avais envie d'y mettre du vécu de mon passage à Shanghai dans une histoire qui serait du coup une histoire plutôt dystopique, une histoire complète. Et c'était la première fois que j'essayais de faire une histoire complète en revenant à des thèmes que j'avais beaucoup fait en fait quand j'étais ado, donc des univers un peu parallèles. Là, c'est quand même clairement situé à Shanghai, mais c'est une façon de fonctionner qui n'est pas celle qui est à Shanghai. Et moi, à Shanghai, en fait, mon téléphone s'est cassé et j'étais bloquée pour tout. Et donc, c'était un peu autobiographique, du coup, mais caché derrière une histoire fictive. Encore un exercice oubapien, une bande dessinée qui implique un pliage qui cache une partie de l'image pour raconter autre chose. Donc là, on a la page qui est ouverte. Et une fois qu'on fait le pliage, on a la partie haute qui rejoint la partie basse. Tu peux y aller, Thomas. Et du coup, on a une troisième lecture possible de l'image. Ça, c'était un travail que j'ai fait pour l'école. En fait, chaque année, les 4e et 5e années font une exposition dans un lieu situé entre Poitiers et Angoulême qui s'appelle l'INAZet. Et j'avais présenté ce projet, donc c'est de la sérigraphie. Je l'ai présenté pour cette exposition. Et donc, je me suis amusée à voir ce pli qui cache et révèle des informations sur le personnage, et je l'ai mis aussi pour montrer que c'est pas un travail qui m'a tant marqué, mais par contre dans le style et dans ce que j'ai expérimenté comme assemblage de formes et assemblage façon de raconter une histoire, c'est quelque chose que j'ai eu envie de garder et d'approfondir plus tard. Et ça, c'est un dessin de Jérôme Dubois qui m'a aussi beaucoup marqué dans le dessin. Le noir, le blanc, la construction des images. Oui. Alors, cette série de dessins, elle est importante, puisque tu les réalises pendant Inktober. Oui. Donc Inktober, c'est un dessin à l'encre par jour pendant tous les jours du mois d'octobre. Voilà encore une contrainte. Tu travailles beaucoup sur ce principe-là de la contrainte. Et là, tu t'es dit, je vais initier finalement une série de dessins qui va préfigurer un récit au long cours qui va devenir le grand vide. Oui, c'est ça. Et je me suis dit que j'allais me servir de cette série. En fait, chaque année, pour le défi Inktober, où on fait un dessin tous les jours du mois d'octobre, un dessin en noir et blanc qu'on poste sur les réseaux.
Et donc, moi, chaque année, je me disais, bon, cette année, je fais que des animaux, un animal différent par jour, pour arriver à dessiner des animaux. L'année suivante, c'était des plantes. Donc, cette année-là, je me suis dit, OK, je vais essayer de creuser un peu le récit du grand vide que j'avais déjà en tête à l'époque, même depuis plusieurs années. Et en fait, je vais essayer de mettre des images dessus avant d'arriver à vraiment mettre une histoire. Et donc, j'ai un peu exploré mon univers. Et là, je me suis vraiment concentrée sur les décors. Et petit à petit, j'ai vu que j'avais envie de dessiner des immeubles, des gratte-ciel, et qu'en fait, ça ressemblait aussi un peu à ce que j'avais vécu à Shanghai. Et c'était pas quelque chose qui était présent dans mon récit du grand vide au tout départ. Ça fait partie du coup des défis que tu te donnes pour le grand vide. C'est je veux dessiner des architectures qui se tiennent. C'est ça. Je veux comprendre la perspective et la mettre en scène. Oui, c'est ça. Et puis surtout, donner plus de place au décor, parce que je faisais beaucoup de BD sans décor à l'époque. Et j'avais envie de donner un peu une dimension supplémentaire à mon dessin et mon travail. Et je pense que dans le grand vide, ça se ressent peut-être un peu dans le sens où j'ai fait beaucoup de pages, de doubles pages de décor. Et ça prend presque la place du personnage. Ça agit un peu comme si ça avait une entité, une existence en soi. Oui, le décor est un personnage, quoi. Voilà. Alors donc, ça, c'est Endurance, c'est un travail expérimental de bande dessinée. C'est ton diplôme, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ce que j'ai présenté comme étant mon projet de diplôme. C'est une bande dessinée numérique à choix multiples. Et là, j'ai cloué au mur toutes les possibilités d'histoire que j'avais écrites. Donc là, je l'ai surtout scénarisé, mais je voulais l'animer en plus. J'ai pas eu le temps et ça m'aurait pris beaucoup de temps. Mais voilà, ça fonctionne en fait sur 6 cases et il y a 3 possibilités de continuité d'histoire à partir de chaque case. En fait, c'est une BD à choix multiples qui se lit case à case. Et du coup, il y a 600 possibilités d'histoire, je crois, 600 combinaisons en fait. Quand même. Voilà. Et du coup, j'avais envie de le montrer sur le mur aussi pour montrer que dans tous les récits qui proposent des récits à choix multiples, il y a toute une partie qui est cachée, qui est invisible, en tout cas dans les versions numériques ou web, et ça ne se voit pas forcément. Et là, j'avais envie de le montrer. Voilà. On va peut-être passer au grand vide, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Passer au grand vide. On va arriver dans les dernières minutes toujours frustrantes. Voilà, et donc là, dans la partie suivante, je monte un peu mon travail je fais chez Flutiste, qui a été hyper important pour moi. Donc voilà, mais bon. Alors. Vous aurez l'occasion de recroiser Léa un peu avant l'été au festival Fumetti, puisqu'elle fait partie des invités de la prochaine édition. Voilà, on développera certainement d'autres discussions avec toi. Voilà, donc ça c'est la méthode de travail pour le grand vide. Oui. Donc on t'a tenu à nous montrer des images à juste titre où on voit que tu as un rapport encore très traditionnel en fait au dessin. Tu dessines, quel usage tu as du numérique en fait très peu. C'est pour la mise en couleur. Ouais, c'est ça. Pour retoucher les fichiers avant de les envoyer aussi. Ça c'est le storyboard initial. Le tracé des cases. Voilà. L'apparition des premières formes des personnages, des textes. Et ensuite, tu contournes tout d'une ligne noire un peu plus épaisse. Voilà. Donc, je trace la silhouette des personnages au pinceau, plus épais, et après, je rentre dans les détails des corps à la plume, donc un trait plus fin. Et c'est aussi pour moi une façon de hiérarchiser les plans dans les décors. Et là, on voit que j'ai rajouté 2 pages. Entre les deux, oui. Voilà. Bon, voilà, c'est pour m'afficher. C'est de montrer qu'aussi, quand on dessine, on prend. Ça arrive souvent de se photographier pour se prendre en référence. Et nos personnages finissent par nous ressembler à cause de ça. Voilà. Et ça, c'est les différents numéros de Flutiste. Du coup, c'est ta casquette d'éditrice et puis aussi d'autrice, puisque tu y inventes les contraintes narratives de certains numéros. Là, c'est vraiment un travail collectif. C'est de la bande dessinée qui permet à plusieurs auteurs de construire un univers ensemble à partir de contraintes. On va peut-être en voir quelques-uns. Et peut-être s'arrêter sur le dernier, dont la contrainte est assez rigolote. Que ça, c'était mes premières publications dans Flutiste. La Flutiste, la première fois que je suis apparue dedans, c'était à la fin de ma mana
en 2013 et assez vite en fait j'ai été publiée dans tous les numéros. À chaque fois je comprenais pas pourquoi parce que la toute première BD elle était vraiment très pétée, celle que j'ai envoyée, mais ça les a fait rire et ils m'ont publiée et en fait ça s'est un peu développé comme ça et dans Flûtiste j'ai vraiment testé plein de choses. J'ai testé du coup la contrainte en bande dessinée, j'ai testé plein de types d'histoires différents et de styles différents et je me suis vraiment habituée à la publication aussi à travers Flûtiste. Et du coup, plus tard, en 2016, je suis devenue éditrice. Je suis passée dans l'équipe. Et là, j'ai aussi découvert... donc ça, c'est une page... c'est une page de ma toute première histoire complète publiée donc, par Flûtiste. Ça s'appelle Conspiration. C'est un petit fanzine publié à 100 ou 200 exemplaires. Mais c'était pas encore... Enfin, c'était pas encore quelque chose, une histoire comme dans Main Gauche ou comme dans Le Grand Vide. Et ça, j'avais fait la couverture du numéro 8, du coup. Les deux couvertures, hein, puisque c'est un livre recto-verso. Et j'avais écrit la contrainte avec Antoine. Pour la première fois, j'écrivais aussi des contraintes et je repassais comme à mes 10 ans où je faisais un magazine. Là, je repassais du côté des éditeurs éditrices et voilà, du coup chez Flûtiste j'ai écrit les contraintes en bande dessinée. Ça c'est un truc qui te plaît, de jouer un peu au chef d'orchestre comme ça sur de l'édition Ouais, carrément. Puis d'accompagner les autrices et auteurs, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Mais à un moment, je me suis rendu compte aussi que j'allais peut-être devoir choisir, surtout pour des questions de temps, en fait, d'énergie à donner dans l'un ou l'autre. Et j'ai préféré commencer par revenir à un récit plutôt d'autrice. Mais là, je suis toujours éditrice chez Flûtiste. Et voilà, on a sorti le numéro 11 récemment. Dont la contrainte est intéressante. En quelques mots, on va suivre une première partie que tu dessines, toi, Léa, et scénarises. Et à un certain moment de l'histoire, on rentre dans une fiction. En l'occurrence, ici, c'est un livre. Et une autre personne, donc un autre auteur, développe ce qui se passe à ce moment-là dans le livre. Dans cette nouvelle fiction, on part sur un récit naturaliste, et puis à nouveau, il y a une mise en abîme du récit dans le récit. C'est ça la contrainte qui vous meut ici, jusqu'à ce qu'on ressorte des livres les uns après les autres, et qu'on te retrouve en toute fin de livre, avec la suite du premier récit. Oui, encore en fait, un truc très complexe. Ce qui m'intéressait aussi, ce qui m'intéresse quand quand j'écris des contraintes pour les flûtistes, c'est de pouvoir réunir tous les récits en même temps et faire, en fait, d'aller au-delà d'un fanzine qui compile les histoires les unes à côté des autres, mais d'essayer de faire en sorte que les auteurs et autrices se répondent et puissent travailler en groupe. Donc ça, c'est un exemple de cahier des charges qu'on envoie aux autrices et auteurs. Et du coup, ça m'intéresse aussi parce qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de travailler en collectif quand on fait de la bande dessinée, c'est assez solitaire. Et moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment développer chez Flûtiste. Il nous reste juste quelques minutes. Ça peut être intéressant peut-être de voir sur quoi tu travailles maintenant et sur quoi tu te projettes. Ouais. On a un petit dossier d'images du coup sur le travail en cours. Qu'est-ce que tu peux nous en dire comme ça, même avant qu'on ait les images à l'écran ? Parce que, comme tu l'as dit, il y a quand même quelque chose avec Le Grand Vide qui s'est passé. C'est pas ton premier livre, mais c'est peut-être le premier qui rencontre autant de public avec ce niveau de diffusion. Comment est-ce que toi, comment est-ce que tu vis ça en fait, et qu'est-ce qui peut se passer après ça ? Est-ce que tu te dis, moi je m'en fiche, je continue à expérimenter, j'ai un truc complètement différent en tête ? Est-ce que tu as l'impression que du coup c'est vraiment une étape et que maintenant il faut quelque chose qui suive et qui a un lien avec ça ? C'est quoi la suite en fait ? Alors donc là je continue beaucoup de travailler avec Flûtiste. Ça c'est un livre qu'on projette de sortir, mais c'est encore des dessins autour du Grand Vide. Donc là moi j'essaye d'écrire de nouveau, mais c'est assez dur. Je dois dire que je suis assez bloquée dans l'écriture, mais c'est parce que aussi mon livre a rencontré un public, et du coup moi je rencontre ce public avec ce livre, et je parle tout le temps de ce livre, tout le temps, et maintenant aujourd'hui aussi, enfin un peu moins pendant cette conférence, mais en fait je suis toujours un peu autour des thèmes du Grand Vide, et surtout beaucoup de gens que je rencontre me disent « Oh, quand est-ce que tu sors un nouveau livre ? Et j'ai hâte de lire la suite, alors c'est quoi la suite ?»
Et en fait, je crois que la présence des lectrices et lecteurs est un peu trop importante dans mon travail de création, et je crois que ça me bloque parce que ça m'a fait du bien aussi du coup de revenir dans des travaux d'enfants, parce que je faisais ça pour moi avant de faire ça pour les autres. C'était vraiment purement égoïste, et j'ai un peu envie de retrouver ça. Et je pense que pour écrire, on a aussi besoin de s'effacer et de disparaître et de se recentrer sur ce qu'on aime faire et pas sur ce que les autres attendent de nous. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète, mais je me dis, bon, ça reviendra. En tout cas, j'ai des projets, donc j'ai montré quelques images. Donc ça, c'est toujours le recueil d'images. Et ce serait encore quelque chose de cette ampleur-là? Tu restes sur un récit continu, complet je pense que je commence à me dire que j'ai envie peut-être d'écrire une série un jour, mais pas tout de suite. Une vraie série comme manga, quoi. Ouais, un manga, pourquoi pas. Mais là, c'est un récit jeunesse que j'ai écrit en même temps que Le Grand Vide, mais j'ai décidé de... C'était une commande passée... Enfin, on m'a demandé de faire un récit pour ados. Et je crois qu'à l'époque, j'étais pas trop sûre de vouloir d'écrire pour les ados, mais maintenant, je crois que j'ai vraiment envie. Et c'est un projet d'univers parallèle où l'héroïne se retrouve projetée dans un univers où son double identique a fait des conneries, et elle lui demande d'assumer ses erreurs à sa place. Donc c'est aussi une sorte de quête d'identité et de savoir qui on est et quelles sont toutes les facettes qui nous constituent. Et c'est un projet que j'ai toujours envie d'écrire, mais que je garde pour plus tard, parce que là, j'ai encore envie d'écrire pour les adultes ou pour les jeunes adultes, et peut-être plus tard pour un public plus jeune. Et en continuant des formes aussi plus courtes comme celle-ci, ou expérimentales comme avec Flûtiste, où il y a ton façade aussi dans la collection chez Polystyrène que j'ai pas eu le temps de mentionner. Des choses comme ça, tu as envie de jongler encore un peu entre tout ça Bah moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la micro-édition, c'est aussi que c'est un espace d'expérimentation que j'ai adoré, j'ai adoré pouvoir avoir accès quand j'étais étudiante. En fait, le fanzine aussi, c'est quelque chose par lequel beaucoup d'entre nous passons en tant que jeune autrice ou auteur pour tester des choses, tester un public. Et moi, c'est là que j'ai vraiment découvert que j'avais envie de raconter ce genre d'histoire. Donc j'ai envie que ça puisse être aussi toujours un terrain un peu d'expérimentation, mais après, on est aussi limité par l'énergie, le temps. Voilà. Et l'économie. Et l'économie aussi, ouais. Est-ce que tu as une dernière chose à aborder avant qu'on rende le micro? Ou est-ce que c'était complètement exhaustif? À peu près. Bon, comme je le disais, on aura, j'espère, l'occasion de développer tout ce qu'on n'a pas pu développer avec toi au Festival Fumetti, qui aura lieu en juin. Du 10 au 12 juin. Le collectif Flûtiste sera présent aussi, d'ailleurs. Donc évidemment, on vous invite à venir développer un peu tout ça de manière plus approfondie. On te remercie vraiment, Léa, d'avoir joué le jeu dans ce temps très court. Et puis on vous remercie d'avoir été là en nombre, à l'écoute de cet Antipasti numéro 33. Belle fin de journée à vous. Merci. Merci.